Dans ce deuxième tome haletant de la saga Tom Castle, il faut sauver Donna Parker, Nicola Bertani nous entraîne dans une course contre la montre, où la frontière entre devoir et amour se brouille et où Tom devra affronter non seulement ses ennemis, mais aussi ses propres démons. Nicola Bertani approfondit la dualité de Tom partagée entre la résilience, l'émotion et la force de ses valeurs militaires face aux défis moraux et technologiques de l'ère de l'IA. Donna Parker, sa fiancée, la fiancée de Tom Castle, est vivante. Restez avec nous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ces causeries de la culture consacrées aux humanités numériques, à l'intelligence artificielle, à la littérature et aux technologies. La saga comme Tom Castle, vous connaissez, nous avons reçu Nicola Bertani plusieurs fois aujourd'hui, puisque c'est la 5e fois, 6e fois pour cette causerie, à l'occasion de la sortie du second opus de cette saga. Vous aviez un premier tome qui était consacré Space One, course à l'IA, donc premier tome sorti il y a un an, et puis maintenant le deuxième tome, Il faut sauver Donna Parker. Alors Il faut sauver Donna Parker, dans le premier tome, nous apprenions que, nous découvrons dès le début du tome que Donna Parker semble, du moins, est décédée. Elle a un accident. C'est ça. Et on est surpris de voir ressurgir Donna Parker donc, dans ce deuxième tome. Mais je vous propose peut-être de lire un petit paragraphe avant de vous céder la parole pour nous expliquer effectivement votre démarche. Avec plaisir. Le pape s'avança devant Tom et le fixa dans les yeux tendrement en lui disant « Vous avez perdu, il y a longtemps, un être cher, une femme, une âme délicate et une guerrière, votre fiancée. » S'arrêta le pape. Il prit la main de Tom et ajouta en tenant à nouveau les yeux mi-clos, ce qui était son habitude habituelle, visiblement dans la prière, dans la communion et avec Dieu. « Ne vous méprenez pas, Tom, cette vie est une expérience pour apprendre à aimer Dieu et son prochain. Mais la vraie vie est celle que le Christ nous a obtenue par son sang, et lorsque nous fermerons nos yeux, cette vraie vie ne sera pas sans nos êtres chers, nous les retrouverons sous la forme pure de l'esprit, avec l'énergie la plus pure qui soit, l'amour éternel. Cette énergie qui peut transformer un humain et ses actions, cette même énergie qui a culminé dans la résurrection du Christ. Ne soyez pas en deuil, Tom, elle n'est pas perdue. Donna, oui, Donna, elle est vivante et vous allez la revoir. » Dès le tome 1, vous introduisez ce paragraphe qui m'a... Alors les larmes de Tom coulaient, effectivement, puisqu'il est tellement malheureux et tout ce tome 1 trace le parcours de Tom pendant 10 années, effectivement, pensant avoir perdu son être cher. Alors, qu'est-ce qui vous motive à écrire ce type de chapitre? On est vraiment dans la spiritualité, on est vraiment dans l'introspection, on est sur des dimensions de l'être qui font partie de vous. Oui, parce que c'est des expériences de vie que j'ai faites. En fait, je pense qu'on touche la profondeur de l'être humain quand on est face au deuil, quand on est face aux grands mystères de la vie et qui font la quête de sens de nos vies. C'est pourquoi je nais, pourquoi je meurs, qu'est-ce qu'on fait entre les deux, quel sens ça a, pourquoi est-ce qu'on court tous. Et ce côté du premier roman, c'était une confrontation entre un humain qui en plus est commando, force spéciale, qui est censé être le summum de l'être humain dans ses capacités physiques et mentales, hein, et d'ailleurs qui fait souvent office de héros dans de nombreuses franchises de romans. Et intellectuel aussi, puisqu'il devient professeur d'université. Qui a un gros QI, qui en plus est passionné de technologie, donc qui fait une formation, un doctorat au MIT, qui est le summum. Le summum, donc c'est vraiment le... Donc il semble sur le papier cocher toutes les cases, et en fait il vit comme tout humain, et c'est en ça que ça nous rassure. Albert Camus le disait très bien, les héros sont faits de la même étoffe que nous, ils ont les mêmes faiblesses, ils ont les mêmes forces, ils ont peut-être un peu plus de force que nous, mais surtout ils courent jusqu'au bout de leur destin. Voilà. Et donc ce qui m'a amusé dans ce premier tome, c'était de mettre en comparaison l'excellence humaine de Tom dans le champ militaire, civil, dans sa vie, avec les terribles épreuves sentimentales d'amour qu'il a. Il doit vivre 10 ans sans sa fiancée, et pour lui elle est morte. Et donc il doit reconstruire sa vie, il doit essayer de tenir, il n'y arrive pas, il veut rencontrer personne. Et donc à un moment donné, 10 ans après, il rencontre le pape parce qu'il est d'origine italienne, qu'il est ami avec quelqu'un qui travaille au Vatican, qui lui fait rencontrer le pape, qui lui dit ça. Le pape pense qu'elle est vivante dans l'autre dimension. Il lui dit ce qu'il a sur le cœur. Et on découvre à la fin du tome 1, en effet, que Donna, c'était un subterfuge. Elle a
pris 2 balles, elle aurait dû mourir. Elle n'est pas morte, mais elle est obligée de passer pour morte parce qu'elle a une trajectoire, elle aussi, compliquée, avec des grandes menaces sur sa famille et sur ceux qu'elle aime, et il est plus sûr pour elle de passer pour morte, même si c'est plus douloureux, que d'être vivante. Et donc c'est là que ce qui est amusant dans le roman, c'est que c'est un roman qui se passe en 2030, où on parle de technologie, mais en fait on revient toujours à l'essentiel, à l'humain, la souffrance, le deuil, le sacrifice de soi, l'amour des autres, la trahison, la déception, tout ce que nous on vit dans nos vies de tous les jours, qu'on ait de la technologie ou pas autour de nous. Et finalement la technologie ne fait que renforcer ça, elle met la loupe même dessus, parce que ça a encore plus de valeur, parce qu'on est dans un monde où ça va tellement plus vite, tout trop vite, qu'on est même, on a des gens en burn-out, on voit dans tous les métiers c'est compliqué, parce que l'humain est en train d'être un peu oppressé par cette technologie. Donc je trouvais intéressant de faire ressortir les faiblesses et la trajectoire de Tom dans le tome 1, sans Donna. Et dans le tome 2, ce qu'on va voir, sans spoiler, on va en lire un petit bout, c'est que Donna a dû, elle aussi, de son côté, c'est la deuxième héroïne de la saga, vivre 10 ans sans Tom, avec de très bonnes raisons de le faire. Très dur, mais très bonnes. Et après, il y aura, probablement, ils vont se retrouver, mais voilà, donc c'est cette aventure parallèle qu'ils ont chacun dans leur vie, ils se manquent, ils ne savent pas tous les deux qu'ils existent sur Terre. Enfin, elle sait, mais pas lui. Et donc, voilà, il y a 10 ans de trajectoire, et au milieu de tout ça, on est en 2030, et on questionne en plus notre société, comment elle est faite. On questionne notre société, nous nous retrouvons donc à Rome, avec le pape, donc, mais pourquoi, à un moment donné, alors vous l'avez précisé dans la causerie précédente, consul honoraire d'Italie, oui. À La Réunion, et évidemment, il y a beaucoup de liens aussi avec l'Italie, oui. Avec les expressions en italien, donc on se retrouve dans cet univers, c'est votre univers aussi. Oui, je crois que c'est Joël Dicker qui le disait très bien, un de nos grands auteurs. On ne peut pas ne pas mettre quelque chose de soi dans un livre. On est obligé, c'est une fiction, c'est des personnages totalement fictifs, mais au final, il y a plein de lieux. J'ai été souvent au Vatican, j'étais souvent à Rome, j'ai grandi jusqu'à 5 ans à Fregene, à côté de Rome. Il y a des choses qui sont dans notre passé, dans notre histoire, qu'on retranscrit et qu'on remet dans la fiction, et qui lui donnent ce côté authentique, d'ailleurs, quand on le lit, parce que c'est des expériences qu'on a vécues. Moi, j'ai rencontré Jean-Paul II, j'en ai encore le souvenir. Voilà. Et c'est ce genre de choses, on se doute. Voilà, on ne décrit que mieux ce qu'on a vécu, plutôt que d'inventer une scène sans l'avoir jamais imaginé ou vécu, c'est compliqué. Voilà, donc on y met beaucoup de soi dans les romans, mais le lecteur ne le sait pas forcément. Il peut reconnaître un sentiment en se disant, tiens, ça c'est vachement réaliste. Voilà. D'accord, on découvre d'ailleurs que le Vatican est très très investi en ces questions éthiques autour de l'IA, et a même investi dans la production d'une IA qui permet de contrebalancer les mauvais penchants des autres IA, mais on n'en dira pas plus. Oui. Il faut aller... c'est de la fiction, même si je sais qu'ils sont toujours à la pointe sur les biotechnologies, sur la science, pour rester au contact de la société. Je pense qu'ils ont raison. Alors, ce tome 2, donc, qui sort, vous souhaitiez lire l'introduction déjà, et donc on pourra aussi interagir ensuite... Donc je vous propose, elle est disponible sous forme de diapositive. C'est ça. Alors pourquoi j'ai fait une petite introduction lorsqu'on ouvre le tome 2 ? Parce que je me disais que le titre pouvait induire en erreur le lecteur, c'était un peu volontaire. Le titre c'est Tom Castle, il faut sauver Donna Parker. Donc ça fait un peu penser à il faut sauver le soldat Ryan. On se dit la pauvre, c'est une victime, elle est dans un coin quelque part. Comment on va faire pour la sauver? Elle va, comme dans beaucoup de films un peu machistes, la femme attend que toute l'équipe vienne la délivrer des geôles du terrible terroriste. Bon, c'est pas exactement ce qui va se passer, c'est même plutôt l'inverse. Donc on va lire l'introduction. Donna vient de prendre 2 balles au Canada, c'est l'introduction du tome 1. Et donc elle dit « On m'a tout enlevé, en un instant, ma vie, les êtres qui m'étaient les plus chers. Puis j'ai ouvert les yeux et je me suis réveillé. Il faut sauver Donna Parker ? C'est probablement ce que pense Tom, mon Tom. Mais non, je dirais plutôt sauvez-vous et vite, car j'arrive pour vous. » Ça promet. Ça promet. Ça va décoiffer. Ça va décoiffer parce qu'elle n'a pas supporté qu'on puisse s'en prendre à sa famille. Voilà. C'est ça, je pense que là... Je pense que c'est un des leviers les plus forts dans une histoire, dans les romans. C'est de se dire, voilà, vous vous en prenez sans raison... sans aucune justice derrière, sans aucun sens de l'éthique à ma famille, juste pour le pouvoir ou pour l'argent, je ne vais pas vous laisser faire, je mettrai toutes les forces que j'ai au combat. Et là, on va rencontrer une héroïne qui, au contraire, va montrer ses forces et son intelligence. La construction de cette héroïne. Alors, vous souhaitiez aussi, je pense, lire un extrait du tome 2 pour qu'on puisse ensuite explorer les grandes thématiques qui sont abordées.
Donc dans l'extrait qu'on va lire, bon, bien sûr, si vous avez envie de lire le tome 1 que vous ne l'avez pas lu, enregistrez la causerie, vous la relirez plus tard, oui. Parce qu'ils s'enchaînent vraiment, le tome 1 et 2. On peut acheter le tome 2 et le lire tout seul, mais si vous voulez faire l'expérience de la saga, c'est plus amusant d'avoir lu le tome 1 avant. Donc ce qui est très différent dans le tome 2, c'est que j'ai pris le parti de raconter l'histoire du tome 2 par le prisme de Tom, justement. Parce qu'on va alterner sans cesse les chapitres entre Tom et Donna. Et dans le tome 1, c'était un narrateur omniscient, donc chaque personnage pouvait dire la sienne, on voyait ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait. Dans le tome 2, c'est vraiment le narrateur à la première personne qui est Tom Castle. Et donc c'est plus amusant à écrire, parce qu'en plus il peut exprimer ses propres sentiments. Ouais, donc on a un côté voix off qui se rajoute aux scènes d'action qu'on est en train de voir. Voilà. Et donc là, on lit les premières pages. On va lire 2 pages et demie, où finalement Tom nous fait une petite synthèse en 2033 des 10 années qui viennent de s'écouler et de ce qu'il a vécu. Voilà, et ça va nous permettre après d'échanger sur le roman. Donc on est à Los Angeles le 17 septembre 2033. Donc Tom s'exprime un peu comme dans un journal. Donc hier, 16 septembre 2033, c'était un dimanche pas comme les autres. Mais avant de vous conter cette journée si particulière, je dois reprendre quelques éléments de ma vie qui m'ont conduit à ce fameux dimanche. 10 ans se sont donc écoulés depuis cette mission au Canada où ma promise, Donna Parker, Navy SEAL comme moi, a perdu la vie. Nous étions alors fiancés depuis presque 6 mois. Donna et moi avions officialisé nos fiançailles en 2022, devant nos frères d'armes, lors d'une mission à Mexico avec Bravo Team, pour ne pas changer. Mission dont Nick Reacher et Jody Cortez faisaient déjà partie. C'était une mission d'exfiltration un peu spéciale. Alex Grant, le fils du gouverneur de Californie, avait été kidnappé par un cartel mexicain qui demandait une rançon de 12 millions de dollars pour le restituer en vie. On avait réussi in extremis à récupérer Alex des griffes de ses geôliers, ce qui avait tissé un lien spécial entre ce jeune de 19 ans et notre équipe. Nous avions profité de la période de surveillance et d'attente de cette opération dans un grand hôtel à Mexico pour faire des projets, Donna et moi. Elle était devenue une championne de MMA, Black Panther, au sommet de la classification mondiale. Maintenant, son rêve était de pouvoir enseigner la boxe dans une structure à son nom. Elle trépignait de devoir attendre, de pouvoir s'entraîner tous les jours, aider les jeunes à s'en sortir. Quant à moi, je voulais me spécialiser au MIT pour pouvoir enseigner à l'université et nous donner les moyens financiers de nous installer en Californie pour y ouvrir cette belle salle de boxe et de MMA, car sur la côte ouest des États-Unis, ça marche fort la boxe et le fitness en général. Je lui ai dit, du moment que je peux y coller un cours de tennis à côté, cela ne peut être qu'un bon projet. Et elle a ri, connaissant mon addiction à la petite balle jaune. J'ai donc repris mes études en 2022 au MIT et à ma grande surprise, j'ai bien réussi ma première année de master. Donna, de son côté, finissait sa carrière pro de MMA. C'était dur pour elle de combattre autant, mais il s'agissait du prix à payer pour se donner la légitimité d'ouvrir une salle de boxe à son nom ensuite. Elle était entrée dans le top 5 mondial quand même. Et puis il y a eu cette dernière mission en 2023 à Sun Peaks au Canada. Le décès de ma fiancée Donna a entériné ma décision de quitter les Marines et de changer de vie, de tourner une page. Ça m'a pris des années ensuite pour m'habituer à survivre sans elle. On avait tellement de projets. Et au final, j'ai dû avancer seul, avec Donna dans mon cœur, mais pas à mes côtés. C'était comme marcher le long du vide qui vous appelle. J'ai fini par obtenir avec brio un PhD, un doctorat en intelligence artificielle au MIT. Après tant d'années dans les forces spéciales de la marine, les Navy SEALs, avec toutes ces missions périlleuses, j'avais quelque peu appréhendé le retour à l'université et la monotonie de la vie d'étudiant, en contraste avec l'adrénaline de la vie de soldat, mais ça a fini par me plaire. Combien de fois j'ai regardé les portes de l'amphi depuis mon estrade, en espérant apercevoir parmi mes élèves la silhouette de Donna entrer et me saluer. « Dr Castle » m'interpellent les étudiants de loin dans les ruelles du campus. Ça fait drôle. Hier donc, dimanche 16 septembre, nous étions dans l'amphi, où j'enseigne à UCLA, avec Nick et Alex Grant justement. L'amphi était vide, j'avais mis à profit l'immense écran holographique 3D pour diffuser en direct la finale de l'US Open de tennis. On était dans un climat festif, de victoire, on passait un bon moment. Et puis j'ai senti comme une légère vibration dans ma poche, un SMS. On était en plein match, et pas n'importe lequel, la finale de l'US Open Sinner-Rune, un match à enjeu avec 22 500 spectateurs dans les tribunes, une ambiance de folie. Bref, normalement, j'ouvre pas le téléphone. Mais là, j'ai cette intuition, cette petite voix qui me dit « Ouvre, c'est différent ». J'ouvre le message et je vois que c'est un SMS de Jeffrey Morrison, le directeur de la NSA en personne, qui m'écrit « Tom, urgent. Nous avons des photos qui prouvent que Donna Parker est vivante et qu'elle court un grave danger. Rappelle-moi, Jeffrey. Donna, vivante.
Pendant quelques secondes, tout s'est arrêté. Comme mon cœur, en fait. Je n'entends plus le stade en liesse et j'ai le vertige. Je m'appuie sur Nick, qui me rattrape au vol. Il m'a tout de suite soulevé. « Ça va, bro ?» Et je lui ai juste tendu mon smartphone. Nick adorait Donna. C'était sa coéquipière dans notre équipe, la Bravo Team, une fille tellement radieuse. Il en avait souffert terriblement lui aussi de la voir partir. Alors comme moi, il était totalement sonné par cette nouvelle. On s'est assis tous les deux, on a pleuré de joie. Et puis on a commencé à baliser quand même. Donna est en danger. Alors j'ai composé le numéro de Jeffrey, le patron de la NSA. « Allô Jeffrey ? Ah Tom, je suis soulagé de t'entendre. Je ne vais pas pouvoir t'en dire plus au téléphone, mais là il faut que tu sautes dans un avion et que tu viennes FISA avec Nick à Washington, car on a beaucoup de choses à vous dire. Je suis désolé de te mettre dans cette situation, Tom. » Jeff avait parlé comme un moulin, et de toute façon, je n'aurais pas pu l'interrompre, j'étais KO. Puis, progressivement, je sentis que mes forces commençaient à revenir, au galop même, sous l'effet que me procurait l'adrénaline, à cette idée maintenant concrète et pourtant pendant si longtemps interdite, anéantie. Elle était devenue bien réelle, tangible. J'allais revoir Madonna. Jeffrey, va falloir que tu m'expliques ça en détail, car je vais avoir besoin de toutes les explications de cette fois. Pas de bullshit. Je venais de me rendre compte que la Navy m'avait volontairement menti lorsque le colonel Brown avait annoncé le décès de Donna dans l'hélico au Canada. Voilà. Quel choc pour Tom Castle, qui pensait et qui finalement était face à une situation inachevée, la perte de son grand amour, une reconstruction d'une vie civile à la fois brillante, et en même temps on sent ces émotions, on sent cette douleur, cette souffrance qui est en permanence. Il n'est pas satisfait Il n'est pas satisfait, il scrute en permanence, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle va arriver dans cet amphi. C'est ça. Donc la dualité aussi, on le voit, il quitte cette vie militaire, entre la vie civile et la vie militaire, la place des émotions et de la résilience. Donc on est face là vraiment à une intrigue, et d'un seul coup, effectivement, cette information, alors le directeur de la NSA en personne, qui appelle, donc on voit qu'on est quand même là sur des troupes, on est sur des personnages d'élite, c'est du James Bond, là, on est dans les... Oui, parce que dans le Thomas, il a eu une trajectoire incroyable, il a été appelé au plus haut sommet de l'État, parce qu'avec ses connaissances d'IA et ses connaissances de commando, finalement, il a pu contrecarrer cette IA avec l'aide d'autres personnes. Il y a aussi cette puce transhumanique, donc il y a toute cette technologie qui nous inquiète, qui a finalement tourné de manière positive dans le tome 1. Ça n'avait pas été le scénario sombre. On a réussi à éviter le grand danger d'une IA singularité supra-intelligente qui aurait pu nous mettre à la baguette et interagir sur notre monde. Il a réussi ça, mais en même temps, sa vie affective, sentimentale est un désastre, parce que pour lui, il n'arrive pas à refaire sa vie. Pour lui, Donna est restée là. Et il a beau essayer d'avancer avec les projets qu'il avait élaborés avec elle, il n'arrive pas à avancer. Et la nouveauté dans le tome 2, c'est ce ton très intimiste qu'utilise Tom. Alors là, j'ai coupé, c'est pas consécutif ce que j'ai lu, il y a beaucoup de 3 petits points à chaque fois, c'est parce que j'ai sauté des zones pour essayer de concentrer le discours en 2 pages. C'est un peu plus long en réalité dans le roman. Mais l'idée est que Tom va se confier sur ses doutes, ses blessures, sur ce qui ne marche pas, sur ce qui l'inquiète, sur ce qui est difficile. Et à côté, on va voir Donna, elle, pareil, avoir ses victoires, ses échecs, ses combats, pour essayer de se sortir du guêpier dans lequel elle est. Et elle aussi, elle n'aspire qu'à une chose, c'est retrouver Tom, mais elle est dans des situations assez invraisemblables pendant tout le roman. Alors vont-ils se retrouver? C'est la question. En tous les cas, et ça, il redécouvre, en tous les cas, elle a toujours su que Tom était vivant, tandis que lui... Oui. La pensée décédée. C'est ça. Alors, dans ce court passage, effectivement, on voit à quel point le rapport entre, effectivement, la mission, enfin, le sens de la mission, et en même temps, là, pour le coup, qui devient inévitable pour Tom, pour retrouver sa chair et tendre. Et puis, le fait qu'aussi, à un moment donné, eh bien, pour la raison d'État, on ment à des agents qui ont tout donné. Ouais. C'est-à-dire qu'on est là aussi face à un autre dilemme. Oui, ça c'est récurrent et c'est l'histoire. C'est pas, là pour le coup, c'est plus la fiction. Quand un agent d'un particulier qui a beaucoup de talent et qui sait trop de choses sur les secrets d'État devient gênant, soit il est éliminé par sa propre hiérarchie, soit on le fait mourir artificiellement, c'est-à-dire que tous les proches, on aille à l'enterrement, les proches viennent à l'enterrement, ils ne savent pas que le cercueil est vide, on leur dit qu'il a explosé, qu'il n'y a pas de reste reconnaissable, et en réalité, on lui fabrique une deuxième vie, et dans un programme de témoins à l'autre bout du monde, on lui permet de vivre quelques années tranquilles, mais on est obligé de le faire disparaître pour pas que d'autres gouvernements mettent la main dessus et n'aient accès à ce qu'il sait. Et ça, c'est encore le meilleur scénario. Donc malheureusement, pour raison d'État, on ment beaucoup.
Et il y a aussi après des trahisons quand il y a les changements de... Donc ça fait partie des choses qu'on a vues depuis, dans beaucoup de romans tout à fait authentiques, qui ont été simplement adaptés depuis les années 50-60, pas seulement aux États-Unis, mais dans pas mal de pays. Ce sont des choses qui arrivent et finalement ça donne une profondeur aux intrigues qui est énorme, parce qu'après il y a la possible vengeance. Est-ce qu'on reste loyaux après ça? Donc voilà, donc il y a un des personnages qui traverse les 2 tomes, qui s'appelle Ethan Hall, qui est un ancien agent de la CIA, qui a un parcours similaire à celui de Tom, qui lui, à l'inverse, a basculé. Parce qu'il a été abandonné plusieurs années dans les geôles russes. Parce que ça n'arrangeait pas les Américains d'aller le rechercher. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont arrivées, malheureusement. On a abandonné des agents parce qu'on n'avait plus la possibilité d'intervenir dans le pays, qu'on n'y était pas officiellement, etc. etc. Ouais. Alors, comme on dit, ça fait partie des risques du métier, mais malgré tout, ce sont des situations quand même très très cruelles. Alors, donc le personnage dans ce tome 2, donc on voit donc apparaître finalement ce personnage qu'on ne connaît pas vraiment, oui. Donna Parker. Vous avez choisi de créer un personnage, là, pour le coup, pareil, c'est hors du commun, championne de MMA, oui. La Black Panther, une ancienne Navy SEAL également, qui se retrouve dans une situation, alors je ne vais pas dévoiler le contenu du tome 2 qui est passionnant, mais là, pour le coup, c'est vraiment... comment est-ce que vous avez profilé ce personnage? Comment est-ce qu'il vous est venu à l'esprit? Alors, c'est assez amusant, parce que je voulais faire une saga géopolitique avec des enjeux internationaux, et donc je ne pouvais pas vraiment caler la Réunion dans tout ça. Parce que la Réunion n'a pas assez d'importance, elle en a pour la France, mais pas au niveau mondial. Si ce n'est pour le tourisme ou, voilà, ou pour ses beautés naturelles, mais en tout cas sur le plan géostratégique, ça collait pas bien dans l'histoire et il ne fallait pas tordre l'histoire pour ça. Donc j'ai transposé le métissage et mon expérience d'amour avec mon épouse, qui est réunionnaise, je l'ai transposé dans les personnages, le métissage culturel. Et donc je me suis beaucoup inspiré de mon épouse pour Donna. Voilà, donc ceux qui connaissent mon épouse vont peut-être revoir des choses, hein, puisqu'elle était championne de ceinture noire de karaté avec un caractère volcanique. Voilà, et donc il y a des traits d'esprit qui sont ceux de Donna, qui sont les siens en fait. Et je pense que c'est ce qui est amusant aussi quand on fabrique un personnage. Et je voulais justement qu'on ait Tom, l'italo-américain, qui rencontre Donna, l'afro-américaine d'origine sénégalaise, qui a ce côté voilà, très, très brut, très primal, qui est une combattante dans le sang, avant même de s'entraîner aux arts martiaux, elle l'a en elle. Et donc elle est limite même, aux yeux de Nick et du reste de l'équipe, Donna est plus dangereuse que Tom sur un champ de bataille. C'est ça. Voilà. Et je voulais, dans la saga, vu que je savais que j'allais faire... j'ai très tôt fait 3 tomes, puis je me suis dit, il va y avoir le 4e, puis en effet il y a le 5e, puis là je commence déjà à chapitrer le 6e. Et je voulais une saga où il y ait un héros et une héroïne. Parce que si on regarde les œuvres écrites ou cinématographiques des dernières années, bon, à part quelques comics, globalement, le héros est masculin. Et je me disais, c'est dommage. On perd une... Oui. Voilà, pour moi, il y a un héros et une héroïne. Voilà, donc le premier tome, on focalise sur Tom et ses souvenirs de Donna. Et dans le 2e tome, on va focaliser sur Donna et un petit peu moins sur Tom. Un petit peu moins sur Tom. C'est ça. On a Donna donc, qu'on découvre finalement, et on voyage autour du monde, parce qu'on arrive en Turquie. Oui. Et donc on est face à alors là pour le coup, des mafias, enfin on découvre des univers, mais comment vous êtes-vous documenté sur tout ça? Parce qu'il y a la fiction bien sûr, mais j'imagine qu'il y a il y a beaucoup de réel derrière. Il y a beaucoup de réel. Il y a beaucoup de réel parce que je me suis toujours passionné pour les grands faits marquants. C'est-à-dire l'assassinat de JFK, l'attentat à Jean-Paul II par exemple, je l'ai relu quelques années après et j'ai lu toutes les enquêtes, tous les rapports d'enquête des magistrats italiens en italien. Moi j'ai lu tous les bouquins en italien qui affairaient à cette histoire. Et c'est vrai qu'Ali Aqsa a longtemps clamé qu'il faisait partie des loups gris, qui est la plus grosse organisation mafieuse turque qui revendique pas mal d'existence et des liens avec la Russie. Voilà. Et donc finalement, j'avais tellement lu là-dessus que je me suis inspiré des loups gris et j'ai créé la mafia des lions gris. Voilà. Et c'est la documentation qui donne vie finalement au roman, parce que toute cette documentation, ça pioche dans le réel. Voilà. Et de la même façon, là, on rentre à un moment donné dans le cœur du personnage d'un chef mafieux, mais qui lui-même, alors on découvre comment il en est arrivé là, en fait, depuis tout petit. Alors, vous faites un profil psychologique et vous intéressez un petit peu à la lignée familiale. Comment est-ce qu'on peut arriver finalement à devenir Donna Parker ou devenir un chef de mafia C'est ça, dans le premier tome, j'ai malheureusement pas pu trop utiliser. On a souvent, on a les protagonistes et c'est très beau d'aller étudier le profil de l'antagoniste.
on va dire du méchant, pour parler simple. Et souvent, dans les films, notamment c'est simplifié, dans les romans, on a le temps, puisque le roman est un temps long, de creuser dans la psychologie de l'antagoniste, pourquoi il en est arrivé là. Dans le premier tome, j'ai pas pu trop le faire, parce que l'antagoniste était une IA. Donc oui, on a vu un peu sa genèse, on a compris que les gouvernements voulaient le pouvoir pour ci ou pour ça, mais bon, ça reste de la technologie, il n'y a pas cette profondeur. Dans le deuxième, le méchant est un vrai humain, qui a un parcours dramatique, qui explique beaucoup de choses, qui n'excuse pas, mais qui explique. Et donc, je me suis amusé à faire finalement un travelling. D'ailleurs, je crois que le chapitre, je l'ai intitulé Travelling d'Aslan, où on voit, depuis qu'il a 7-8 ans, jusqu'à sa majorité, des petits tableaux, où il n'y a pas vraiment de commentaires voix off. On regarde l'évolution d'Aslan, d'abord avec ses parents, après quand il devient chef de gang, et on comprend en fait comment il a déraillé. Et ça ne fait que renforcer la puissance du personnage, parce qu'en réalité, en le regardant, on se dit, mais qui d'entre nous n'aurait pas déraillé en ayant sa vie, en étant dans ses chaussures, ayant vécu ce qu'il a vécu, et à un moment donné, mais quelque part, il a aussi une dimension, il dit stop, c'est fini. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sa violence, c'est une violence qui vient intervenir pour arrêter une situation d'injustice. Oui, c'est ça. Et je pense que chez beaucoup de gens, qu'on juge facilement dans notre bien-pensance, parce qu'on a un parcours où on n'a pas fait de prison. Je discutais avec des aumôniers qui suivent les prisonniers. On se rend compte qu'on pourrait tous être à un moment donné condamnés pour quelque chose, d'avoir mal réagi à un moment donné et d'avoir été plus loin que la pensée soit transmise en geste. On a tous cet instinct meurtrier au fond de nous qui est lié à cette dualité entre l'ombre et la lumière dans nos cœurs. Et c'est un passage que beaucoup de gens, malheureusement, ils sont tombés dedans et on comprend pourquoi finalement. Ça ne les excuse pas, mais ça explique pourquoi ils en sont là. En tous les cas, ça donne effectivement une perspective. Et vraiment, pour le coup, ça donne vraiment, ça étoffe vraiment le contenu de ce roman. Parce je suis content de l'entendre. On plonge vraiment dans la psychologie des personnages, la construction des personnages. Et on sait qui va s'affronter avec qui. Du coup, on connaît les personnages, on connaît leur héritage, leur histoire, leur lieu. C'est pareil, tous les lieux qui sont dans le roman existent. Ils sont documentés, les rues sont réelles, voilà, à part une ou deux villas qui, à tel endroit, n'existent peut-être pas, mais en tout cas, la côte est à tel endroit, les distances sont les bonnes. Voilà, le but aussi, c'est de voyager. C'est ça. Alors, Nicolas Bertani, le temps passe toujours très vite lorsqu'on aborde... donc votre production littéraire extrêmement passionnante, trépidante. Donc on vit vraiment une épopée. On n'a pas envie de décrocher quand on lit vos ouvrages. On est plongé dans le roman et donc c'est extrêmement. C'est à la fois profond parce qu'on s'interroge sur un certain nombre de grandes questions humaines et en même temps c'est un thriller vraiment passionnant, quoi. Ça me fait plaisir de l'entendre parce que un des plus gros efforts que je fais, je n'ai pas d'effort pour écrire, ça sort tout seul, j'ai les images, je les mets en musique immédiatement à l'écrit. Par contre, l'effort que je fais, c'est d'essayer de synthétiser et que chaque chapitre soit une histoire en elle-même. Dans chaque chapitre, il y a un début, un milieu, une fin. Même s'il y a un cliffhanger à la fin du chapitre, mais il y a un début, un milieu, une fin. Et donc, il y a en gros 3500 mots par chapitre, j'essaie d'avoir un équilibre. Et on fait un chapitre sur... le méchant, on fait un chapitre sur Donna, après on fait un chapitre sur Tom, et on alterne les tableaux. J'ai toujours beaucoup aimé ça en tant que lecteur, d'avoir plusieurs histoires racontées et de changer de tableau à chaque fois, et de savoir que ces tableaux-là vont finir par se réunir dans la mosaïque du roman. Et je trouve que c'est une manière de découvrir une histoire qui est agréable. Donc mon effort, il est de rester synthétique, et de faire en sorte que quand on finit un chapitre, on a envie d'aller à l'autre, parce qu'on reprend l'histoire qu'on avait laissée 2 chapitres avant. Oui, c'est ça. Et donc, on a envie parce que souvent, il y a une histoire A, une histoire B, parfois même dans les derniers que j'écris, une histoire C, on a 3 histoires, et parfois on a un coup de cœur pour la A ou la C, ou bien la B et la C, et donc on a le droit de préférer dans le roman, même de l'antagoniste au protagoniste, qui arrive souvent dans les films. On trouve que l'acteur qui fait le méchant est bien meilleur que le gentil. Voilà, donc dans cet homme-là, j'essaie de plus creuser les personnages pour qu'on ait ce choix-là de lecture. Vous avez des procédés de narration parallèles, effectivement, qui sont extrêmement intéressants. Oui, on bascule d'un univers à un autre. C'est ça. Eh bien, Nicolas Bertani, merci beaucoup. Donc, à l'occasion, je reprécise de cette 2e opus de Tom Castle. Donc, il faut sauver Donna Parker, mais finalement, faut-il sauver vraiment Donna Parker Pas vraiment, en fait. Ça reste une question. Ouais. Donc, Nicolas Bertani, merci beaucoup. Vous nous avez annoncé que la saga continuera avec un tome 3 en 2025. C'est ça.
Quand est-ce que ce roman sera disponible dans les librairies? Alors, il est déjà en librairie. Je commence les premières dédicaces, d'ailleurs, demain à Coro Café à Saint-Denis. J'ai toute une liste de dédicaces à la FNAC, à l'Espace culturel Leclerc, chez Autrement, librairie à Saint-Denis, Autrement à Saint-Pierre jusqu'à la fin de l'année. Donc, il est déjà dans toutes les librairies et il est disponible également en ligne, en téléchargement e-book pour ceux qui ont l'habitude de lire. Il peut être aussi téléchargé en numérique, en format numérique. Donc sur votre site, sur le site de l'éditeur? Sur le site de l'éditeur, Hello Édition, vous le trouvez aussi sur Amazon et sur Fnac en téléchargement. Hello Édition. Oui, parce qu'en fait, Hello Édition est distribué par le groupe Hachette. D'accord. Voilà. Et là, pour les prochains volumes, donc, qui sont le tome 3, 4 et 5, ils seront distribués par les éditions du Chat Bleu, qui sont une maison d'édition réunionnaise, fantastique, très dynamique, Olivier Collin-Dufresne, et qui ont aussi une maison d'édition, la même Chat Bleu, en Provence. Voilà, il se pourrait même, ça fait partie des projets, espérons qu'on y arrive, qu'on traduise les volumes en italien et que depuis la Provence, on fasse partenariat avec un éditeur italien. Ça serait super, vu que l'histoire se passe souvent en Italie. Beaucoup de choses qui se passent en Italie. Ça serait chouette. Voilà. En tous les cas, merci Nicolas Bertani d'avoir accepté de présenter votre nouveau roman. Et puis nous nous retrouverons pour le tome 3. Nous allons attendre impatiemment la sortie du tome 3. Mais déjà, n'hésitez pas à découvrir le tome 2 de Tom Castle. Merci à toutes et tous et à très bientôt. Merci, bonne lecture. Thank you.